Marie-Josée Rousseau, bienvenue à Femme d'influence. Merci, Sarah. C'est à 3 ans qu'est tombé un premier diagnostic. Les crises, plus les années avançaient, plus elles devenaient importantes. Lui, comment il a pris ça? Il a toujours été très discret. Qu'est-ce que tu souhaiterais que les gens comprennent sur la parentalité quand on a un enfant qui est handicapé? C'est elle qui arrive à côté de moi. Voyons donc, maman, fais-toi-en pas, ça va bien aller. J'ai senti une force dans cet enfant-là. Ouais. Que moi, j'avais plus, là. Marie-Josée Rousseau, bienvenue à Femme d'influence. Merci, Sarah. On a eu la chance de se rencontrer dans un événement Oui. en hiver 2025. Oui. Puis à ce moment-là, Femme d'influence n'était pas encore lancée, il était en préparation, n'était pas encore lancé. Puis tu me demandais de te parler de ce projet-là. Fait que je t'ai expliqué le projet. Puis t'as comme levé la main en disant « Est-ce que une femme qui a eu un enfant handicapé, ça peut être une femme d'influence? » Oui, tout à fait. Puis je t'ai dit « Ben absolument. » Parce que l'influence, c'est d'abord la voix que tu choisis d'utiliser. Ta voix que tu choisis d'utiliser au-delà de ce que tu peux voir sur la scène publique. Oui. Donc, nous voilà pour la 2e saison. Fait que je suis vraiment contente de te recevoir. Puis merci d'avoir levé la main à ce moment-là. Oui. Fait Merci qu'on de m'accueillir. on va parler de ta fille, Oui. Aude. On va aussi parler de ta grande fille, Ariel. Oui. On a une belle discussion devant nous, mais avant, il faut pas que je l'oublie. Il y a un jeu que je fais avec chacune de mes invités. OK. Et je vais piger un chiffre dans la jarre qui est là. Et je veux savoir si on ouvrait ton journal intime à l'âge qu'on a là, qu'est-ce qu'on y lirait? OK. Donc, à 35 ans. 35 ans. Parfait. 35 ans. On recule quand même d'une couple d'années. Faut reculer de 19 ans. Il y a 19 ans, donc mes enfants étaient plus jeunes. Oui. 19. Ma plus jeune était encore à la garderie. Ma plus grande commençait le primaire. OK. Et déjà, notre vie chamboulait déjà avec tout ce qu'on a vécu avec la petite, avec mes oncles. Probablement, je vais dire plus la petite. La petite et la grande. La petite, c'est ma plus jeune, c'est Aude. C'est elle qui est dans le vif de notre sujet aujourd'hui. Puis la grande qui a un peu vécu malgré toutes ces situations-là. Elle était dans la situation quand même. Là. Oui. Elle était peut-être pas au cœur d'eux, mais Non, elle gravitait non, autour, mais c'est sûr. presque en même temps, parce qu'il est 35 ans, Aude, elle avait 4 ans, Ariel, elle avait donc 7 ans. Puis là, est-ce qu'on lirait dans ton journal intime? Je pense, tu l'as un peu dit, ça commençait là, Oui. un peu des chamboulements là, qui se passaient dans la famille. Les montagnes russes. Ça commençait. Oui, on s'assoyait. Aude avait 4 ans à ce moment-là. Oui. Quand tu avais 35, je pense que c'est à 3 ans qu'est tombé un premier diagnostic. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous raconter comment t'as, j'ai envie de dire, découvert ta fille dans un état qui a fait « on s'en va à l'hôpital ». Oui. Moi, à cette époque-là, nos 2 filles étaient dans la même chambre. Elles avaient un lit superposé. La petite était en bas, la grande était en haut.
Et je travaillais de soir à l'occasion. Et j'avais pris l'habitude, les jours que j'étais de soir, en revenant du travail, d'aller les voir, leur donner leur petit bec de bonne nuit, les rabrier si c'était nécessaire. Et 3 ans, c'est pas grand dans un lit. Oui. Non. Donc, je voyais qu'elle bougeait. J'ai fait, bon, coudonc bébé, tu rêves. Oui. Mais finalement, je m'en vais au niveau du visage. J'ai fait, oh, non, bébé, là, tu rêves. C'est pas... Elle était en crise d'épilepsie. Okay. Donc, la bave, les yeux qui allaient dans tous les sens, vraiment beaucoup de spasmes. Fait que là, j'appelle mon conjoint. « Francis, appelle l'ambulance! » « Francis, appelle ton père. » À cette époque-là, on habitait à peu près à 5 minutes de l'hôpital. Ah, fait que, ben oui, c'était plus rapide. C'était beaucoup plus rapide de laisser la porte débarrée, la grande qui dormait comme il faut, et nous prendre la voiture se rendre aux urgences. Et pendant que le grand-père vient pour s'occuper de la grande qui fait de la grande, c'est ça. C'est ça. Puis, arrivé aux urgences, le soir, quand il y a à peu près, peut-être 10h, 10h30, c'est plus tranquille dans un hôpital, dans le stationnement d'un hôpital. Je les dépose, les deux, parce que mon conjoint avait ramassé la petite dans sa couverture, dans sa douillette. Je les dépose aux portes de l'urgence pour ensuite me stationner. Donc, j'étais pas très loin, vu l'heure. Je suis revenue et il était déjà rendu en arrière, en évaluation. Il a dit au poste de triage, je l'ai trouvé en convulsion. Ah, fait que là, ils n'ont pas niaisé. Hein? Ils n'ont pas niaisé. Mais là, elle convulsait plus là, à ce moment-là. Rendu là, non. Est-ce que vous avez comme attendu que les convulsions passent avant de la prendre pour l'amener à l'hôpital? Il y avait eu le temps pas mal de ralentir au moment où on est parti. Puis, disons que 3 ans, comme je disais, c'est pas gros dans les bras d'un papa. Mais là, toi, ça a quand même... J'imagine que c'est une image qui reste quand même assez vive dans ton esprit de trouver ta fille. Toujours. Comme ça. Ça s'oublie pas. Puis là, à ce moment-là, ton cœur a dû s'arrêter aussi? Ou qu'est-ce qui se passe, là? Ah oui, c'est pour ça que... Français! Ah ouais, oui, ben oui, c'est sûr, je comprends. Oui. Puis une petite coque... Tu sais, je veux dire, ma fille, en ce moment, elle vient d'avoir ses 3 ans, là. OK. Fait que, tu sais, j'imagine, si ça arrivait, je comprends. Mais... Là, ils l'examinent, ils font passer sûrement quelques examens. Des prises de sang. C'est sûr que la nuit, comme ça, il n'y a pas autant de spécialistes de disponibles, mais le lendemain, c'était l'électroencéphalogramme, le TACO, les tests, là. Mais elle, la pauvre cocotte, elle se réveille en pleine nuit, finalement, elle est à l'hôpital. Oui. On a passé la nuit là. Mais elle s'est-tu réveillée comme en pleurant quelque chose qui n'était plus dans son environnement? Elle n'était plus dans son environnement. Puis, c'est sûr que les crises, à ce moment-là, étaient beaucoup plus brèves. Donc, moins de temps nécessaire pour s'en remettre. Ah, c'est ça. Plus c'est court, plus, on va dire, la rémission est courte aussi. Oui, c'est ça. OK. Et là, ce qui tombe, finalement, c'est un diagnostic d'épilepsie. L'épilepsie, oui. On pense, je crois, que c'est quand même méconnu, l'épilepsie. Dans le sens qu'on pense à épilepsie puis on pense à convulsion. Mais on pense pas nécessairement à tout ce que ça peut aussi entraîner. Oui. Parce que je pense que tu me disais que ça entraîne aussi des troubles ou ça peut entraîner des troubles neurodéveloppementaux aussi. Oui. Et en plus, l'épilepsie de ta petite, de Aude, tu me disais que c'est une épilepsie qui était réfractaire. Oui. Mais ça doit être traité là, avec des médicaments. Oui, mais ça l'a pris du temps. Je pense que avant de réussir à avoir le bon médicament qui était efficace et d'avoir la bonne dose aussi, ça l'a pris pratiquement 10 ans. 10 ans. À partir de ses 3 ans. À partir de ses 3 ans. Fait que pendant 10 ans, elle essaye des médicaments. Oui. Elle expérimente des effets secondaires. Oui. Change de médicament, fait qu'on recommence encore. Oui. C'est énorme. Puis pour un enfant, puis pour un parent. Oh oui. Est-ce qu'à quelque part,
Parce que tu me disais qu'il y a des médicaments qui ont été essayés, qui ont duré trop longtemps, comme par exemple l'hydrocortisone. Oui. Ça a été 1 an et demi, alors que ça aurait dû durer seulement quelques mois. Oui. Pendant ce temps-là, il faut regarder qu'elle n'ait pas d'effets secondaires. X, Y, Z. Oui, c'est ça, Ouais, mais c'est assez sérieux. On regarde la Ouais. pression, on regarde le diabète. Oui. Tu me disais qu'il y a des médicaments pour le TDAH, à s'arracher les cheveux sur la tête. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à m'amener là-dedans qui te fâche de dire, mais voyons, c'est un enfant, puis on lui fait passer à travers tout ça? Oui. Puis, on souhaite que ça porte fruit, mais finalement, non. Je reviens à l'épisode, ou à la séquence d'hydrocortisone. Ça a duré 1 an et demi et on avait des suivis qui étaient soit mensuels, soit hebdomadaires, selon les situations. Et à un moment donné, elle s'en est rendue compte, Aude, que j'en avais mon quota, là. Eh bien oui, parce qu'en fait, là, des rendez-vous mensuels ou hebdomadaires Oui. pendant... Un an et demi, c'est ça. Fait que là, c'est elle qui arrive à côté de moi. « Voyons donc, maman, fais-toi-en pas, ça va bien aller. » C'est comme, ouf, OK. C'est elle qui me dit ça. Ouais. Mais c'est elle qui a à subir l'électroencéphalogramme à tous les mois. C'est elle qu'il faut qu'il prenne, en fait, tous les autres choses qui étaient autour de ça, mais c'est elle qui me dit ça. Donc, ça prouve sa force de caractère. Oui. En même temps. Oui, de subir tout ça, puis à m'amener parce que, tu sais, même là, les rôles sont inversés. Est-ce qu'à ce moment-là, ça te redonne une certaine force aussi? Puis de dire comme, OK, mon bébé. Oh oui, vraiment, là, c'est comme, OK, mais pour elle, c'est comme devenu presque sa routine. Oui. Parce que c'était tellement régulier, c'était tellement tout le temps. Puis 3 ans versus peut-être un 6 ou 7 ans, elle doit prendre des médicaments, que ce soit en sirop, que ce soit des comprimés, elle en a eu. Elle en a eu beaucoup. Mais, puis toi, à travers tout ça, ben, t'as ton travail. Oui. T'as d'essayer de jongler avec cette nouvelle réalité-là. Ouais. Ben, que ta fille fait de l'épilepsie, puis là, d'essayer de trouver le bon médicament, courir les rendez-vous. T'as ta grande aussi. Qui, tu sais, je veux dire, à travers tout ça, c'est sûr que, tu sais, il faut continuer d'être présent pour elle aussi. Et là, Aude entre à l'école aussi. Oui. À travers tout ça. Mais ça aussi, je pense que c'est une nouvelle montagne russe, là. Tout à fait. La maternelle s'est bien déroulée parce que c'est un peu plus une continuité de la garderie. Elle a toujours été en gros CPE, c'est pas en milieu familial. Donc, d'avoir beaucoup d'actions, des gens qui sont là avec le groupe pour s'occuper d'elle et du groupe. Mais là, première année, c'est beaucoup plus strict, il y a beaucoup plus d'apprentissage. Et c'est là que ça est devenu difficile. C'est là qu'on voit l'émergence un peu peut-être des troubles neurodéveloppementaux qui sont conséquences de l'épilepsie. Et de ce qu'on a su bien des années plus tard, on a su une fois rendue à l'adolescence qu'elle était autiste. Donc, on l'a su vraiment très tard. Donc, on se demandait pourquoi elle avait des difficultés à se faire des amis ou à communiquer. Elle était là, ouais, elle a de la misère, mais on a su, avec le primaire, qu'elle avait des troubles auditifs. Bon, OK, elle a de la misère à comprendre, à se faire comprendre, mais elle n'entend pas bien. Oui. Finalement, un diagnostic de dysphasie est arrivé, donc des troubles de langage. Elle a de la difficulté à s'exprimer, à communiquer. Bon. Oui, jusque-là, il y a l'épilepsie, il y a les troubles auditifs, Ouais. de la dysphasie. La dyspraxie aussi. La dyspraxie, c'est plus tout ce qui est organisationnel. OK. Mais là, ça en fait déjà beaucoup, là, pour un enfant de peut-être 5-6 ans, là. Oui, puis là,
on se souvient que pendant tout ça, c'est encore une fois des rendez-vous pour essayer de trouver un médicament qui va pouvoir juste stabiliser l'épilepsie, là. Oui. Puis les crises, plus le temps avance, plus les années avançaient, plus elles devenaient importantes. Fait que la récupération plus longue aussi. Plus longue, oui. Fait est-ce que à un moment donné, tu sentais comme une urgence que ça serait bien de trouver un médicament ou... Mais on avait quand même une très bonne neurologue, OK. mais en fait, c'est une neuropédiatre. Ouais. Elle savait parce que c'est pas une Québécoise, c'est une médecin de la France. Et le type d'épilepsie que Aude fait, n'étant pas reconnu ici, mais là-bas. OK. Elle savait c'était quoi le bon médicament qu'il fallait qu'elle puisse prendre, mais elle était trop jeune. Ah, OK. À partir de quel âge elle pouvait le prendre? On a pu commencer à le prendre, on était arrivé à Sherbrooke, donc elle avait vers les 8-9 ans. OK. Mais avant ça, elle ne pouvait pas le prendre. OK. Mais elle ne pouvait pas prendre ça tout le temps non plus. OK. Donc, ce médicament-là, elle le faisait venir de France. On allait chercher directement à l'hôpital, à Sherbrooke. Donc, on habitait à Québec. On avait nos suivis annuels à Sherbrooke. On allait chercher nos commandes de médicaments. Fait que c'était pas juste l'hôpital à côté de la maison. Là, c'était rendu il fallait qu'on prenne une journée de congé pour aller chercher une heure de rendez-vous. Puis ce qui arrive, c'est que tu dis ce médicament-là, elle peut pas le prendre tout le temps. Non. Fait que là, c'est de trouver aussi un médicament qui va pallier c'est ça. entre les moments où elle peut le prendre. Oui. Puis c'est là que les médicaments ne marchent pas nécessairement. Non. Puis là, on a finalement, à la suite de celui-là, et depuis, elle prend le même. OK. Ce qui n'est pas le même qui venait de France. Là. Non. C'en est un autre oui. qu'on a pu trouver puis que là, qui vient d'ici, que je suis capable d'avoir facilement. OK. Mais là, on revient au primaire. Ouais. Dysphasie, dyspraxie, troubles auditifs, épilepsie, troubles de comportement aussi. Oui. Ou en fait, je ne sais pas si on peut en dire troubles de comportement que problématique qui n'est pas diagnostiquée encore parce que l'autisme n'est pas encore diagnostiqué. Exact. Et donc, il n'y a pas l'encadrement nécessaire. Exact. Ce qui amène pour elle, certainement une certaine détresse quelque part dans ce système-là. Et tu me disais que, par exemple, à deuxième année, juste avant les congés des fêtes... Première année. Première année, oui. Expulsée de l'école. Oui. Pour quelque chose que... Tu sais, j'ai envie de dire une incompréhension de sa situation. Une incompréhension de sa situation. Et Aude aussi n'était pas capable de verbaliser, de dire qu'est-ce qui fonctionnait pas. Oui. Puis, ça l'a fait en sorte qu'à un moment donné, elle a lancé une chaise. Par frustration? Oui. Ben oui, parce que c'est ça que j'allais dire. Oui. Sûrement que des fois, tu devais l'avoir dans un état où elle était frustrée de ne pas pouvoir exprimer ça, Oui. ou peut-être, des fois, il lui arrive des injustices dues à cette incompréhension. Fait qu'elle a lancé une chaise, puis c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée expulsée de l'école. Expulsée. Des classes régulières. C'est à la suite du congé des fêtes qu'elle a... Elle s'est retrouvée dans une classe plus spécialisée. Oui, à plus petit groupe, plus d'encadrement. Mais malgré le fait qu'elle soit dans une classe spécialisée, il n'y a personne qui vous parle de peut-être un trouble de l'autisme. Non. Personne n'en parle, ni même son médecin, ni même la neurologue le mentionne, elle avait demandé une évaluation en neuropsy, pas mentionnée non plus à ce moment-là. Personne à l'école non plus. Non. Puis ça va à... C'est 11 ans, je pense? 11-12 ans, oui. Comment c'est arrivé finalement que vous avez pu aller chercher ce diagnostic-là? C'est en camp de jour. On va l'inscrire pour une semaine de camp de jour. Et deuxième journée, ça ne fonctionnait pas. Donc, je parle avec la responsable de ce camp de jour-là. Bon, explique, parle, essaie de voir des solutions.
Puis finalement, elle me dit, est-ce qu'elle est autiste? Non, je sais pas. C'est la première fois qu'on me le mentionnait. Donc, je me suis toujours dit pourquoi, un peu comme on venait de mentionner, c'est une jeune qui probablement est à l'université, me mentionne, est-ce qu'elle est autiste? Pourquoi c'est elle et non pas tous les spécialistes qu'elle a déjà Son vus? médecin de famille, peu importe qui, ça a été une jeune. Fait que là, fait les démarches pour une évaluation, puis effectivement, le diagnostic est tombé. Elle avait 12 ans, parce qu'il y a toujours de l'attente pour ce type d'évaluation-là. Fait qu'on l'a su pour 12 ans. Fait que là, elle allait rentrer au secondaire bientôt. L'année d'après, parce qu'elle avait doublé. OK. Fait que 12 ans, elle rentrait en 6e année. Mais c'est pas dans cette classe-là qu'elle aurait dû être. Mais étant donné tout ce qu'elle a eu comme bouleversement de changement, on voulait pas la changer d'école pour aller en classe adaptée en 6e année. Pour juste un an. Pour un an. Ouais. Pour la rechanger rendue en secondaire. Mais au moins, ça fait qu'au secondaire, elle a pu déjà être dans les bonnes classes. Exactement, oui. Mais je lève mon chapeau à ce programme-là. L'encadrement était fantastique. Et elle avait des difficultés académiques. Donc, le programme n'est pas axé sur l'académique, mais bien sur le fonctionnel, donc les stages, le milieu de travail. Fait que c'est là-dedans que Aude s'est développée. Oui, totalement. Puis là, ça allait bien. Oui. Elle renaît. Ouais, c'est ça. Elle a Ouais. pu comme fleurir et s'épanouir. Oui. Mais je crois qu'en pré-entrevue, tu me disais que en même temps que le diagnostic est tombé, il y avait aussi un diagnostic avec une intelligence frontière. L'intelligence frontière, oui. Donc, ce qu'on appelle l'intelligence frontière, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle. OK, donc intelligence frontière, c'est qu'il n'y en a pas. Pas. Okay. Mais juste dans les limites. OK. Et avec l'épilepsie, parce que c'était pas encore... C'est contrôlé, mais pas à 100%, elle a basculé en déficience intellectuelle. Mais là, l'épilepsie s'est stabilisée. Les médicaments ont fait leur travail dans les doses qu'elle prenait et ça l'a rebasculé dans l'autre sens. OK. Fait qu'il y a eu une période qu'on considérait qu'elle avait une déficience intellectuelle. Oui. Et suite à ça, elle est revenue à ce qu'on considère qu'elle n'en a plus. Non. Parce que l'épilepsie s'est stabilisée. Exactement. Moi, j'ai toujours pensé que c'est quelque chose qui ne bougeait pas. Oui. Un coup, tu sais, peut-être que tu as basculé, tu reviens pas, là, je sais. Mais ça remet l'accent sur le fait que, tu sais, l'épilepsie, c'est vraiment pas juste des convulsions, puis c'est vraiment aussi au niveau du cerveau, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Mais elle a basculé après combien de temps? Peut-être vers 15-16 ans. Ça fait pas si longtemps que ça. Fait que ça a duré comme un 3-4 ans. Oui. Le temps que vraiment tout se stabilise bien pour l'épilepsie. Oui, c'est ça. Puis là, ça fait combien de temps qu'elle a pas eu de crise? La dernière crise date de plus de 10 ans. Elle date de décembre 2014. Wow! Yes! Mais est-ce que vous pouvez savoir que, mettons, il n'y a pas de crise la nuit, par exemple? Mais on a quand même des suivis périodiques avec un neurologue. Maintenant, plus un pédologue, mais vraiment adulte. Elle continue à avoir ses points d'onde en phase de sommeil, comme toujours, mais sont moins élevés. Mais c'est vraiment les médicaments qui font leur travail là, pour réduire
même éliminer les crises. OK. Parce que ça, elle en prend tout le temps, puis elle va devoir tout le temps les prendre. Elle va devoir toujours les prendre, effectivement. Est-ce que les médecins avaient déjà vu ça, eux, que ça bascule du côté de la déficience intellectuelle puis que ça revienne à un certain moment? Non. Non. C'est vraiment la neuropsy. Je demande, parce que c'est elle qui a fait l'évaluation, je demande, mais c'est pas quelque chose qui est stable, qui est fixe. Ouais. Fait qu'elle dit oui. Sauf dans le cas d'une épilepsie qui se stabilise. OK. Sauf dans ce cas-là, dans le fond. C'est ça. Wow! On est toujours l'exception dans toutes les règles. Ouais. Mais c'est merveilleux. Oui, c'est particulier. Puis, ça, c'est dans des tests neuropsychologiques qui identifient déficience intellectuelle ou non. Oui, c'est ça. Et là, tu levais ton chapeau tantôt à l'encadrement, tu sais, à l'école et tout, qui était plus axé sur, exactement, le fonctionnel. Puis, tu sais, même le professionnel aussi, parce que là, Aude devait naviguer pour se trouver des stages, puis, tu sais, évoluer dans ça. C'est de ça que tu me parlais en pré-entrevue. Je pense qu'il y a eu une petite anecdote aussi à son premier stage. Oui, elle devait quitter pour aller visiter ce lieu de stage-là, connaître les responsables, connaître le lieu. Et elle ne voulait pas y aller. Donc, elle est partie se cacher dans les salles de bain. Parce que ça l'intimidait, sûrement. Oui, mais on la déstabilisait. On la changeait dans sa routine. Puis, c'était de l'inconnu, là. Fait que c'était... Quand il y a quelque chose qui est... ça devient un peu anxiogène, finalement, pour ces gens-là. Elle s'en va en retrait. Fait qu'elle allait se cacher. Elle allait se cacher dans la salle de bain. Oui. Ben, finalement, elle est ressortie, puis elle a fait son stage. Oui. Et là, ça fait 3 ans, finalement, qu'elle travaille. Oui. Puis qu'elle est autonome. Oui. C'est beau, là. Oui, c'est ça. Avec le dernier stage qu'elle a eu, parce qu'elle a eu différents stages au fil des années. Elle a eu 4 stages différents, dans 4 milieux différents. Je pense que c'est ça aussi l'objectif, qu'elle explore différemment. Oui, c'est ça, en fonction des préférences, les aptitudes. Puis, pour une personne autiste, d'aller chercher quelque chose de simple, des consignes simples, quelque chose de routinier, c'est vraiment ce qu'il y a de idéal. Donc, elle travaille comme commis de plancher dans une pharmacie depuis sa dernière année de stage. OK. Ça, c'est le fun. Puis elle, là, je pense que tu me disais qu'elle a aussi son appartement. Oui, elle a son appartement, en garde partagée, que j'appelle. Les jours qu'elle travaille, elle est à la maison. Les fins de semaine ou si elle est en vacances, elle est à l'appartement. Fait qu'elle a vraiment son environnement, puis elle fonctionne par elle-même. Oui. Je pense que tu me parlais aussi de l'organisme, on peut le mentionner, là, c'est Équitravail, je pense. Équitravail pour justement chapeauter pas nécessairement la guider, mais vraiment chapeauter et encadrer les gens qui ont certaines difficultés, peu importe le type de difficulté. Ça peut être même des immigrants là, pour les aider dans leur processus de trouver un emploi et de s'assurer de le maintenir. Mais Équitravail ne fera pas de démarche d'emploi. Ils vont juste comme donner des pistes. Ils vont te soutenir dans ta préparation, par exemple. Ça peut être pour te préparer une lettre ou préparer ton CV ou t'aider dans préparer l'entrevue. Oui. Aussi. Oui. Puis ça aussi, tu disais que l'accompagnement avait été A1. Oui, tout à fait. Oui, vraiment, là. Puis, je reviens à l'appartement. Oui. Oui. C'est avec, je vais le mentionner, l'organisme aussi, c'est avec Vivre Grand, qui était avant l'AISC. L'AISC, c'était l'Association pour l'intégration des personnes avec une déficience intellectuelle, là. Donc, maintenant, ça s'appelle Vivre Grand. Donc, dans les habitations, il y a des logements pour cette clientèle-là, autiste et ou avec déficience intellectuelle. Okay. Et il y a toujours des gens de ces organismes-là présents sur les lieux. OK. Fait que pour
encore une fois, soutenir ou être présent si jamais il y a quelconque Ouais. situation qui se présente. Tout à fait. Wow! Puis est-ce que c'est dans le fond, c'est qu'eux, ils ont des logements ou c'est un peu comme Équitravail où ce qu'ils aident à trouver un logement? Non, c'est une bâtisse OK. qui a 96 unités. OK. Fait que c'est vraiment leur logement, eux. Oui. En fait, il y a plusieurs organismes. Il y a 3 organismes selon le type d'organisme, c'est différents types d'appartements. Puis pour l'AISC, c'est des 3,5. Parfait. Puis, pour une personne seule, c'est parfait. Là. J'aime vraiment beaucoup l'histoire de Aude parce que c'est une belle histoire avec beaucoup, tu sais, de persévérance puis de résilience. Tu sais, tu l'as très bien mentionné tantôt en disant que inquiète-toi pas, maman, ça va bien aller. Déjà là, ça ressortait. Oui. Puis là, ben, on a le fin, tu sais, j'ai envie de dire le fin mot de l'histoire, même si Aude a juste 23 ans, mais je veux dire, ça finit bien, mettons, ces montagnes russes-là, pour l'instant, t'as plus l'impression d'être dans une montagne russe? Non, c'est incroyable, là, toute l'évolution, comment elle a grandi. On parle d'une intelligence frontière. Quand elle était au primaire, elle a eu certains retards, difficultés au niveau de la lecture, surtout mathématiques aussi. Mais aujourd'hui, elle lit, c'est incroyable. Des briques de 500-600 pages, autant en anglais qu'en français. Ah ouais! Fait qu'on est loin du retard académique du primaire. Là. Ouais. Wow. Mais s'il y avait effectivement des sciences intellectuelles, est-ce qu'elle serait capable de lire ces briques-là en anglais? Ouais. Mais c'est ça, c'est comme... Autant avant, c'était un défi de lire un tout petit livre, que là, c'est rendu mon petit rat de bibliothèque. Ben oui. Mais à travers tout ça, parce que là, on sait, bon, l'histoire finit bien, mais c'est que l'histoire n'est pas finie, mais je veux dire, pour l'instant, tout va bien. Ça sera jamais fini. C'est ça. Mais là, j'aimerais qu'on parle de toi à travers tout ça. Puis, parce que quand il y a un diagnostic qui tombe, je crois, dans une famille où il y a un enfant qui va avoir tel ou tel handicap ou telle situation de développement ou de problème de santé, je pense que des fois, ça peut tomber un peu comme une bombe. Puis, on sait pas trop comment que ça va affecter la famille ou le couple ou, tu sais, même les parties à l'externe, j'ai envie de dire, donc la famille plus élargie, puis à l'école. Fait qu'on a quand même parlé de l'école où à partir du moment que, tu sais, tous les diagnostics ont été établis, l'encadrement au secondaire a été vraiment fantastique. On a un peu effleuré le fait que, bon, Ariel, la fratrie. C'est ça, donc la fratrie est quand même un peu impactée. On pourrait y revenir. J'aimerais qu'on parle en premier du couple. Parce que je pense que c'est le premier pilier dans une situation comme ça. Ouais. Tu me disais en pré-entrevue qu'il y a souvent 2 situations possibles. Soit le couple va se séparer parce que le défi peut être trop grand. Le couple peut en souffrir et finalement se séparer. Ou se souder davantage. Exact. C'est notre cas. Vous, c'est le deuxième cas de figure. Nous, c'est le deuxième cas. On a toujours été au rendez-vous ensemble. On était, à moins qu'il soit à l'extérieur, parce que c'est arrivé que mon conjoint est allé travailler à l'extérieur, donc là, j'y allais seule. Mais plus souvent qu'autrement, on allait au rendez-vous ensemble, où on faisait un complot. Sinon, on faisait le compte rendu. Là. Elle était là avant. Bon, là, tu t'en vas, mais as-tu des questions? As-tu des choses que je vérifie? Puis, si c'était lui, c'est la même chose. On se préparait pour les rendez-vous. Puis tu vois qu'à travers ça, ben, votre couple est devenu encore plus fort. Oui. Lui, comment il a pris ça quand, mettons, le diagnostic d'épilepsie est tombé en premier ou après, quand là, il y avait des problèmes de comportement à l'école? Il a toujours été très, très discret. OK. Mais même s'il était très discret, je suis capable de voir que oui, ça l'affectait, mais que pour lui, c'était rien d'insurmontable. OK.
qu'on était ensemble pour passer à travers le tout, là. Puis, dès qu'il y avait une situation, un nouveau diagnostic, il disait « Oui, mais tu as d'autres choses. » Ah oui, pendant son primaire. Oui, c'est ça, pendant le primaire. Quand un diagnostic, une situation, OK, oui, mais il y a d'autres choses. Puis, c'est là, une fois que le diagnostic d'autisme est embarqué, on a fait là, le voilà, autre chose que lui ressentait, puis que j'étais d'accord avec lui, effectivement, là. Fait que ça, quand ce diagnostic-là tombe, ça l'explique bien des choses. Oui. Et souvent, les autistes vont avoir des difficultés sociales, d'aller de l'avant, de parler. Mais nous autres, l'ayant su tellement tard, donc jamais pensé que ça pouvait arriver, on était là, ben là, tu veux on allait au resto, par exemple, mais commande-le ton repas, dis-le c'est quoi tu veux. Avant que le diagnostic. Avant, oui. À un moment donné, on sort à la pharmacie, moi puis Aude. Je me souviens pas c'était quoi qu'elle voulait exactement, là. Ben, demande-lui à la commis, là. Elle est là pour t'aider. Est-ce que c'est ce qui lui a permis aujourd'hui, et même pendant ses stages, d'avoir toujours des stages en milieu de contexte de service à la clientèle? Oui, ben oui, parce que c'est vrai, parce que là, elle travaille dans une pharmacie, donc clairement, elle doit interagir avec... Oui, elle interagit avec la clientèle, avec les autres employés, naturellement, aussi, là, mais la clientèle aussi. Donc, c'est presque paradoxal. Oui. Parce que tant que, effectivement, vous le saviez pas, ben vous la poussiez à faire, c'était comme pas naturel pour elle. Oui. Est-ce que ça se passait bien ou des fois, il réagissait à ça? Non, ça se passait bien, puis c'est devenu comme, ben, je veux quelque chose, je le demande. Oui. Je vais pas... Quand elle était j'ai un petit flashback. Quand elle était à la garderie, supposons elle voulait un jouet. Oui. Elle le demandait pas. Elle allait le chercher. Oui, ben, comme beaucoup d'enfants, je pense, mais... Mais c'est ça, tu sais. Puis, c'est ça, le niveau de verbaliser des choses, parfois, c'était plus difficile. Mais quand c'était des petites choses plus simples, on disait, ben, vas-y, t'es capable. Puis elle le faisait. Fait que là, tu me dis ça explique beaucoup de choses quand le diagnostic tombe. Oui. Est-ce que pour vous, c'est comme une deuxième bombe ou c'est une forme de soulagement parce que vous sentiez qu'il y avait toujours quelque chose, puis là, enfin, il y avait une clarté? Enfin, on le sait c'est quoi, effectivement, oui. Fait que c'est plus un soulagement parce que là, il y a une réponse à une question qui est là depuis quand même des années. Des années, exactement, oui. Puis... Mais ben, je suppose que ça vous permet, en ayant le diagnostic, ben, de faire des recherches dans le bon sens, puis de mieux comprendre votre fille, puis de peut-être mieux interagir avec elle. Tout à fait. Supposons qu'il y a une situation qui est anxiogène pour elle, puis qu'elle a de la difficulté à l'exprimer à l'oral, on va lui demander, ben regarde, prends quelques instants, puis va me l'écrire. Puis, ça se passe super bien de cette façon-là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a développé. Ouais. Oui. Puis quand ça devient plus anxiogène, ben là, des fois, elle va se cacher dans la salle de bain. Ça fait partie. Ça. Ça fait partie du mécanisme quand même. Ouais. Et vous savez qu'elle va revenir, là. Oui, c'est ça. Puis, s'il faut qu'elle aille se retirer pour décompresser, se calmer, elle va le faire. Au travail, son employeur le sait aussi. Ça fait quand même plus de 3 ans là, qu'avec eux autres. Fait ils le savent, là, comment elle est. Puis, oui, puis ça se passe bien, finalement. Puis là, pour revenir à votre couple, je suppose aussi que le fait que, comme tu dis, ton conjoint, lui, voyait ça comme, c'est rien d'insurmontable, puis on va passer à travers ensemble. Oui. Je pense que toi aussi, c'est un peu comme ça que tu voyais ça. Puis, vu que on a vraiment
Je dis pas qu'on a à 100% la même perception, mais d'être plus dans la même philosophie, la même direction. On se sent pas déchiré, on se sent pas c'est ça, tu comprends pas. On était vraiment ensemble. C'est ça, vous avancez ensemble. Puis je suppose qu'il reste qu'il y a des moments où ça doit être plus difficile, puis où ça doit quand même faire du bien de savoir que vous pouvez vous reposer sur l'autre. Oui. Puis qu'il y a comme une balance qui peut se faire quand il y en a un qui est peut-être plus au bout de sa ressource. Puis il y a un qui est rationnel. C'est lequel là, qui est rationnel entre les deux? C'est plus mon conjoint. Mais j'aime ça parce qu'en pré-entrevue, c'est ça que tu me disais, justement. Quand le diagnostic est tombé, c'était plus un soulagement, puis ben là, ça vous donne des outils. Ouais. Puis tu me disais que toi, tu as toujours été comme ça. Que tu t'es toujours dit, on va prendre les choses comme elles viennent. Ouais. Puis même quand le premier diagnostic tombe d'épilepsie à 3 ans, je suppose qu'en tant que parent, puis tu sais, encore une fois, je me figure parce que ma petite a cet âge-là, si moi, on m'annonce ça demain, j'avoue que j'ai plein de questions, mais pas de réponse. Fait que la seule chose, effectivement, qu'on peut faire, c'est attendre de voir c'est quoi la suite. Ouais. Le prochain examen à passer, le prochain médicament à tester, ou ce que ça va apporter. Oui. Mais il y a quand même différents organismes qui peuvent nous aider. Là, j'en ai pas en tête, mais Épilepsie Québec ou notre neurologue nous avait donné beaucoup de documentation ou des choses à lire, aller voir tel site, aller voir telle chose. Ça nous a aidés à comprendre c'est quoi sa forme d'épilepsie. Puis, tu sais, de voir qu'il y en a quand même d'autres, puis il y a des... Pendant un certain temps, il y avait un petit groupe des soupers de sacoche qu'on appelait, là, pour des mamans d'autistes. Oh, wow! Mais là, ça fait longtemps, ça fait un bout de temps que je ne vais plus, là, mais je sais que ça existe encore. Sinon, même pour les papas, il y en a aussi, là. Puis toi, t'es allée à ce... Je suis allée, puis on placotait. On soupait. Ouais. Puis on échangeait Puis est-ce que c'était comme guidé un peu? Y avait-tu quelqu'un qui était... oui, il y avait une dame. Puis... Mais c'était guidé, mais rien de très... rigide. Non, c'est ça. On racontait notre petite histoire, puis... Puis est-ce que ça te faisait du bien d'aller? Oui. Puis est-ce qu'au début, tu avais une anticipation à y aller? Genre, qu'est-ce que je vais dire? Ou bien ça me gêne? Ou bien... Ben, en fait, c'était une curiosité, voir qu'est-ce que ça allait être. OK. C'est quoi ça, ces autres mamans-là? C'est-tu pour une fille, pour un garçon? Moi, c'est beaucoup plus les garçons. Ouais, je pense. Mais c'était de voir comment les autres le vivaient aussi, là. Puis je suppose que ça crée aussi une sorte de communauté. Oui. Où ce que là, il y a vraiment comme une force de soutien qui peut se développer aussi. Est-ce que ton conjoint était allé au même genre de rencontre pour... Non. Tu es plus dans son côté rationnel. Oui, c'est ça. Mais au moment que j'y allais, plus sûr qu'autrement, lui, comme j'avais déjà mentionné, il travaillait souvent à l'extérieur. Fait qu'il fallait que ça la donne. OK. Puis il y a une fois que ça y a donné, puis il a fait comme... Non. Ça me donne, mais ça m'intéresse pas plus qu'il faut. Ben, faut te respecter là-dedans. Exactement. Tu sais, c'est correct. Chacun son besoin aussi à travers tout ça. Mais je trouve ça vraiment beau parce qu'on dirait qu'à travers tout ça, vous avez beaucoup été dans l'acceptation de ce qui se passait. Puis, je comprends à 100% les parents qui font plus du déni ou qui vont essayer de rejeter cette situation-là ou de pas la voir parce que je comprends que ça doit être difficile puis chacun vit la situation à sa façon. Mais je pense quand même que le fait que vous avez été dans l'acceptation, ça a peut-être facilité les choses dans la dynamique familiale ou même dans ce que ça impliquait à l'école parce que tu me disais que, par exemple, à l'école, vous étiez très collaboratif. Oui. Encore une fois, parce que des fois, il y a du monde qui vont vouloir se désengager. Oui.
Oui, tout à fait. Là. Supposons, surtout quand elle était en classe de troubles de comportement, combien de fois la professeure nous appelait « Bon, venez chercher autre, s'il vous plaît. » Parce que là, ça fonctionne Ça plus. ça fonctionnait plus. Donc, je manquais du travail. Puis, j'en ai manqué beaucoup. Est-ce que ton employeur est compréhensif à ce moment-là? Il était compréhensif, oui. On en a besoin d'employeurs Oui, qui sont c'est ça. compréhensifs. Mais à chaque fois que j'ai une entrevue d'emploi, je le dis tout de suite. Ouais. J'ai un enfant. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça sera jamais fini, là, mais j'ai un enfant qui a des besoins particuliers. Ça se peut qu'elle ait besoin de moi. C'est ça. Ou que j'ai des rendez-vous. Je vais avoir toujours et encore avoir des rendez-vous. Oui. C'est pas fini. Non, ça, tu continues de l'accompagner à ça. Est-ce que tu as senti que des fois, ça a été un frein auprès de certains employeurs? Il y a une fois qu'il y a eu une situation, mais c'est que cette fois-là, c'est moi qui étais en charge du magasin. Mais je ne pouvais pas partir. OK. Il n'y avait plus d'autres responsables. Fait que tu as eu un appel. J'ai eu un appel, puis je ne pouvais pas partir, mais c'est mon conjoint qui m'avait appelé. Ah, la petite a fait encore une crise. Fait que là, est-ce que tu as dit, je peux pas partir, peux-tu y aller? C'est mon conjoint qui était avec la petite. Ah, OK. C'était le soir, mais je pouvais pas partir, parce que généralement, on est ensemble. OK. Mais là, je pouvais pas partir. Fait que là, c'est lui qui a géré. Encore un bel avantage, justement, de gérer ça en équipe, là. Oui, c'est ça. Ouais. Mais là, vous, on l'a dit, là, vous avez été une équipe là-dedans, puis vous avez passé à travers toutes les implications qu'il y avait par rapport à ça. Maintenant, il y a des réactions qui viennent d'ailleurs aussi. Oui. Je pense que tu as eu un commentaire de quelqu'un dans ton entourage. Est-ce que tu te sens à l'aise de partager ce qu'on t'a dit? Oui. En fait, c'est une personne que je vais garder confidentielle. Je nommerai pas cette personne-là. Elle m'a dit par 2 fois. Déjà, une fois, c'est un coup de poing d'en face. Une deuxième fois... Retape sur le clou. Exactement. Elle a dit que tout ce que ma fille a, donc ce qu'elle est de ma faute. Donc, c'est ma faute si elle est épileptique. C'est de ma faute si elle a ça. Oh, ouais. Fait que c'est... Non, j'ai pas dit, bon, toi, c'est ça que tu vas avoir. Non, mais non, surtout qu'en plus, ce sont... Tu sais, je veux dire, c'est génétique. C'est génétique. Fait que c'est pas dans l'environnement que tout ça se développe. Non. Mais est-ce que... tu l'as dit, c'est un coup de poing d'en face quand tu reçois ça. Est-ce qu'à un certain moment, ça t'a atteint? Même si, tu sais, rationnellement, c'est sûr que c'est pas de ta faute. Y a-t-il un moment où tu te sentais plus vulnérable et où ça aurait pu t'atteindre? En fait, connaissant la personne de qui ça vient, j'ai fait... C'est de l'incompréhension. C'est peut-être du déni aussi, mais c'est surtout de l'incompréhension de ce que c'est. Donc, j'ai pas tant fait de cas. J'ai fait comme si j'avais rien entendu. Mais en dedans, j'ai fait comme, non, c'est pas de ma faute. Non, c'est ça. Mais c'est bon quand même. Déjà, tu l'as pas pris. Il n'y aurait pas eu lieu, mais je veux dire, des fois, c'est déstabilisant là, comme commentaire. Puis t'as même excusé la personne en disant, c'est de l'incompréhension. C'est de l'incompréhension, ouais. C'est sûr que c'est fâchant là, comme commentaire. Puis ça, de l'incompréhension, est-ce que tu as dû faire face à d'autres incompréhensions à travers le cheminement, que ce soit, mettons, j'allais dire à l'école, je pense que même qu'au primaire, il y avait un gros exemple que tu naviguais en pleine incompréhension de la part de l'école, ouais. Parce qu'ils ne savaient pas, ça n'a jamais été mentionné, la possibilité de... Oui. Fait que, oui, c'est ça. Comme on l'a dit au début, c'était beaucoup d'incompréhension là-dedans. Est-ce que ta grande, Ariel, elle était toute jeune là, quand les premiers diagnostics sont tombés? Elle avait 7 ans, comme tu disais, au moment de la première crise que tu as vue de Aude.
elle devait pas comprendre non plus ce qui se passait. Non. Puis, en jeune enfant, elle était là, t'aimes plus ma sœur que moi. Non, c'est pas pareil. Les besoins sont différents. Je vous aime toutes les deux, mais les besoins sont pas les mêmes. Donc, est-ce que ça a fait des frictions, des fois? Oui. Plus entre les deux sœurs ou entre, mettons, vous les parents et la plus vieille? La grande avec la petite. OK. Puis, elle a pas toujours été fine, mais pas... Pas de manière mesquine. Non, c'est ça. Mais on essaie de s'en occuper, d'avoir des activités, pas nécessairement avec les deux, mais capable d'avoir des activités avec la grande aussi. Mais c'était pas nécessairement évident parce que de laisser Aude avec une gardienne, par exemple, c'était pas évident parce qu'on dit, ben, t'es épileptique, les petites gardiennes, là. OK, il vient d'avoir son cours de gardienne averti à 12 ans, là. Oui, c'est ça. Il avait peur, là. Oui, c'est sûr, je comprends. Fait que c'était pas quelque chose de facile. Est-ce que vous avez quand même... Est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui aurait pu être une ressource? Mes parents sont venus souvent garder, ou on allait les porter, mais on avait quand même une petite gardienne qui venait à l'occasion, mais il fallait que ce soit sur une courte période, genre on va souper puis on revient. Là, ça, c'était correct, mais pas aller voir un spectacle le soir où est-ce qu'elle risquait de dormir, parce que c'est là, en phase de sommeil, qu'elle pouvait faire ses crises. OK. Pour essayer de limiter. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été, j'ai envie de dire, un petit peu challengeant dans votre couple ou votre famille, le fait de pouvoir faire garder Aude pour avoir des moments pour vous, ou ça s'est bien fait parce que, tu dis, tes parents étaient quand même présents? Oui, ils étaient quand même là, oui, tout à fait. On réussissait à se prendre du temps. De temps en temps, quand c'était nécessaire aussi. Oui. Des fois, c'est juste un souper. Rien que juste de prendre le temps d'aller souper au resto. Oui. D'être juste tous les deux, ben oui. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Ça n'a pas besoin d'être des grandes... Des gros voyages. Ben non, c'est ça. Mais ce qui arrive aussi, c'est que quand c'est plus ton quotidien d'aller souper tous les deux au restaurant, ben quand c'est ça que tu fais, ça devient complètement spécial, ça a une nouvelle dimension, vu que c'est comme une exception. Ben oui. Oui. Puis ça, justement, je pense que tu me disais, c'est quelque chose que dans votre couple, vous vous êtes gardé une fois par année. Je pense que vous aviez une fin de semaine tous les deux. Oui. On habitait à Sherbrooke. Oui. On se prenait une fin de semaine à Québec. OK. Maintenant, vous êtes à Québec. Maintenant, on est à Québec, oui. Fait qu'est-ce que vous prenez une fin de semaine à Sherbrooke? On se promène ailleurs. On se promène à Ottawa, Gaspésie. Fait que là, ouais, vous ratissez large. Là. Oui, parce que on n'a plus besoin de gardienne. C'est vrai. Mais est-ce que, malgré tout, c'est un peu insécurisant pour vous de vous dire que vous êtes loin de Aude si jamais elle a besoin de vous? Ou vous vous dites, elle est quand même encadrée parce qu'il y a... l'organisme est là. Oui, c'est ça. Puis, si ça la donne, parce que si on quitte, elle va venir à la maison pour s'occuper des chats. OK. Donc, il y a toujours des voisins. OK. On a quand même... on s'entend bien avec les voisins autour. Là, fait que si le besoin est là, on sait qu'il est capable d'aller les voir. OK. Puis eux, ils savent aussi. Oui. Fait que ça doit être rassurant, ça, d'avoir quand même un cercle comme ça. Puis toi, à travers tout ça, tu sais, dès le début, tu l'as dit, ça a été des montagnes russes. Tu l'as mentionné aussi des fois que ton conjoint, il travaillait à l'extérieur parfois. Fait que là, t'as une petite qui nécessite, l'air de rien, beaucoup d'attention, que c'est beaucoup d'énergie, j'ai envie de dire par la bande, mais par les examens que c'est, les médicaments, être essayés, tu sais, bon, les rendez-vous, on en a parlé. T'as une plus grande qui demande de l'attention, puis c'est normal, parce qu'elle en a aussi besoin. Fait que toi, personnellement, à travers tout ça, il faut que tu navigues ça. Oui.
Puis j'ai envie de dire, dans le meilleur des mondes, en essayant de pas t'oublier non plus. Des fois, ça devenait essoufflant. Sûrement, hein? Oui. Mais j'essayais de trouver des activités, ne serait-ce que de dire, bon, quand mon conjoint était là, bon, je finis de souper, puis après ça, je voulais m'entraîner. OK. Ou là, un matin que j'étais en congé, ben là, regarde, je m'en vais faire du vélo, puis je reviens. Un moment pour toi toute seule. Un petit moment, là, c'est ça. Pour ventiler un peu. Oui. Mais là, je remarque que tu me parles d'entraînement puis de vélo. Fait que ça se passe beaucoup par le sport puis l'entraînement. Beaucoup le sport, oui. Oui. Puis même, j'ai fait beaucoup de sport parents-enfants. Aussi. Avec chacune des deux séparément. OK. Une activité avec la grande. Avec la grande, c'était le yoga. OK. Lui, la plus jeune, on a fait du yoga aussi, mais ça a été principalement du cardio-box. OK. Donc, c'était un petit peu plus dynamique. Puis, est-ce qu'elle aimait ça? Oh, elle aimait ça, mais à un moment donné, à cette année, OK. elle a arrêté. Mais on en a fait quand même l'équivalent d'une année scolaire. Oh, une année scolaire au complet? Oui. Ah, ben là, quand même. Moi, je pensais qu'elle se serait tannée peut-être au bout de 6 ou 10 fois. Mais non, OK, une année. Ben, je l'ai étiré un peu, là, mais pas tant que ça. Là. On a fait quand même, c'est ça, à peu près l'équivalent d'une année scolaire. Mais c'est beau, ça, ou ce que c'est comme si, qu'à un certain moment, t'entraînes tes filles dans ce qui est un peu ton safe space à toi pour, à travers ça, te permettre d'avoir du temps juste avec elles, individuellement, puis de, en même temps, consolider votre relation mère-fille et tout, c'est beau. Est-ce que ça, l'entraînement ou le sport, où tu as réussi à garder ça depuis le début, puis à toujours maintenir ces petits moments-là pour toi dans la semaine? Oui. Je continue toujours à m'entraîner. J'ai changé de type d'entraînement. Je fais plus d'entraînement en salle, comme ça a déjà été le cas quand elles étaient plus jeunes. Parce que je dis que c'était facile, parce que souvent, les gyms, c'est du 24 heures, fait qu'on pouvait y aller n'importe quand, là. C'est accessible. Facile dans le sens accessible. Maintenant, c'est complètement autre chose. Cardio-box, j'en fais plus vraiment, mais là, c'est les arts martiaux. Ouais. Les arts martiaux m'ont fait aller dans l'Ouest canadien. Là, j'y vais dans 2 semaines. Je vais être déjà de retour. Je vais aux États-Unis pour mes arts martiaux. Wow! Puis, c'est ça, là, c'est... Là, t'es là-dedans à fond, puis tu voyages avec ça. Oui. Mais là, avec hors caméra, tu nous as dit que tu avais eu une blessure au genou il y a pas longtemps. Fait que là, aux États-Unis, est-ce que tu t'en vas comme faire des combats aussi? Non, en fait, c'est des séminaires. OK. C'est vraiment comme des gros cours, là. Ouais. C'est 3 jours de cours. OK. Mais ça va pas trop user ton genou? Parce qu'on dirait que j'ai une crainte là, pour ton genou. Ouais, non, au début, mon physio pensait que c'était juste le ligament croisé intérieur, mais finalement, c'est le ménisque. Fait que c'est la récupération. Elle va être très longue. Puis, je peux ne rien faire, puis ça va me faire mal. OK. Fait que ça a toujours fait partie de toi de bouger de toute façon. Oui. Tu continues en te respectant là-dedans. Exactement. Mais je trouve ça vraiment bon que tu aies toujours maintenu tes moments pour toi, même dans le gros des montagnes russes. Est-ce qu'il y a eu des fois où exemple, ton conjoint et toi, vous étiez tous les deux dans une période tendue et difficile, puis où des fois il disait, ben là, t'es trop souvent au gym ou t'es trop souvent en train de... Il me l'avait déjà dit, mais c'était en pleine période de pandémie. C'était vraiment, tu sais, là, il était habitué de travailler 1 semaine sur 2 à l'extérieur. Là, il était obligé d'être à la maison tout le temps. Ouais. Il y a été un bout de temps que moi aussi, je travaillais plus, parce que j'étais dans une clinique, puis finalement, ça l'a rouvert. OK. Mais, donc, je sortais de la maison. Ouais. Mais lui, non. Il est comme passé de tout un à tout l'autre. OK. Fait qu'il a trouvé ça dur. OK. Fait que c'était pas tant par rapport aux enfants que par rapport au fait que toi, tu pouvais faire quelque chose que lui, il faisait pas. Qu'il pouvait comme pas. Ouais, c'est ça, mais je vais être obligée de... Pas obligée, mais c'est ça, moi, je vais être pognée à la maison
Mais il pouvait sortir s'entraîner lui aussi. S'il avait voulu, il aurait pu sortir, ne serait-ce que juste aller prendre une marche à fesses chères. Oui, c'est ça. Mais, c'est ça. Il voyait pas ça comme ça. Il voyait pas, non. Mais même s'il t'a dit ça, est-ce que toi, ça a fait que tu t'es dit « Ah, je vais peut-être rester plus avec lui puis mettre de côté ce qui me fait du bien puis mes moments pour moi? » Ou... Ben, je m'étais habituée à m'occuper parce qu'il était pas là. Ouais. Comme de tout arrêter ou ralentir. Ben, j'ai pas eu le choix de ralentir quand la pandémie est arrivée, là. Mais j'ai toujours été très sportive. Il m'a connue, j'étais sportive. J'allais nager le matin avant de commencer les cours au cégep et à l'université. OK. Fait que c'était naturel que t'allais pas tout arrêter. Non, j'aurais pas été capable. Parce que mon TDAH, je me le permettrais pas. Fait que c'est bon quand même, tu sais, encore une fois, tu peux rester sur ta position parce que tu dis non, ça, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Puis à quelque part, t'en as besoin, puis c'est dans le meilleur intérêt des autres. Parce que, tu sais, je veux dire, si toi, tu fais ça, puis tu dis ton TDAH, je te le permettrais pas. Après, tu sais, tu reviens, puis ça t'a fait du bien d'aller faire ça. T'es plus, après, avec ton conjoint ou disponible pour tes filles quand elles étaient plus jeunes. Fait que c'est fun. Puis là, maintenant, je veux juste revenir la relation entre Aude et Ariel, qui était naturellement plus difficile quand elles étaient plus jeunes. Maintenant, elle ressemble à quoi? Maintenant qu'elles ont toutes les deux dans la vingtaine. Ça va mieux. Il y a même un soir, je reviens de m'entraîner, je reviens de mon cours de karaté. Comme, sont où les filles? Mon conjoint, c'est pas... genre, il a fait un petit roupillon, puis il était plus là quand il s'est réveillé, là. OK, c'est beau. Ils reviennent. Ah, on était allés marcher au Mont-Belair. Ils étaient partis faire une randonnée. Comme ça. Comme ça. Ah, c'est beau. C'est le fun, oui. Ah, c'est vrai. Fait que là, leur relation, ça fonctionne pas vraiment bien. Oui. Puis elles vont faire les activités ensemble. Oui. Fait que c'est vraiment une période à passer. Oui. Puis là, c'est ça. Elle veut pas avec l'adolescence de... Mais Aude, ça a été plus doux. Mais Ariel, c'était un petit peu plus marqué. Mais on a passé au travers. Puis autant des fois, il y a des frictions même entre Ariel et moi, que là, on se fait des fins de semaine on se faisait des allers-retours à Montréal pour aller faire une ronde de musée, des expositions. Wow. Ouais, puis on prenait l'autobus, on prenait le train. Puis on allait se divertir. Je pense que ça l'a beaucoup aidé que vous soyez attentifs quand même aux besoins qu'elle manifestait. Parce que ça, c'est autre chose qui peut se passer. Je pense que des fois, il y a un enfant qui a tellement de besoins que les besoins de l'autre enfant peuvent être ignorés. Vous avez quand même été attentifs à ça au moment où elle vous manifestait ou si elle en avait besoin. Puis un coup, cette période-là passée, ben tous les morceaux se recollent bien ensemble. Oui, oui. Tu sais, le retour du balancier. Oui, c'est ça. Oui. Mais je trouve que c'est vraiment une belle histoire, une belle... On l'a vraiment dit, mais ça illustre tellement bien. Une belle montagne russe, c'est vraiment ça que ça a été. Mais le tour de montagne russe finit bien dans toutes les sphères, avec tout le monde. Je trouve ça beau, je trouve ça inspirant. Je suis vraiment impressionnée aussi de comment vous avez navigué à travers tout ça parce que ça a vraiment pas dû être évident. Des bouts qui ont dû être plus rochants que d'autres aussi. Oui. Merci beaucoup d'avoir partagé ça aujourd'hui avec nous. En terminant, il y a 4 questions rapides que j'aimerais te poser. Oui. Est-ce qu'il y a un moment en particulier où tu t'es sentie particulièrement forte ou particulièrement fière de toi à travers tout ça? Moi, je me dis que tu mérites de te le dire à tous les jours, là. Mais en fait, c'est une situation qui est arrivée alors que Aude était encore à l'école, au secondaire. Je pense que c'était dans sa dernière année d'école.
Ariel était dernière année de cégep, grosso modo. Puis, Aude, elle avait un texte à écrire. Elle me le fait lire. C'est toi qui as écrit ça. Oui. C'était incroyable, la plume, les idées. En fait, il avait écouté un documentaire sur le 9/11. OK. Et il fallait qu'il refasse genre une petite dissertation, si on peut dire, là-dessus. Mais c'était incroyable. Ah. Les mots employés, les phrases, c'était vraiment beau. Wow. Comme je disais, autant qu'à un moment donné, Aude, la lecture, elle était complètement désintéressée, que là, c'est un rat de bibliothèque. Et ça Même dans son écriture. Dans son écriture, ça paraissait. Dans la même séquence de temps, ma grande, elle avait une dissertation à faire au cégep. Il y avait 20 points d'évaluation à 5 points chacun. Elle a eu 100%. Wow. Wow. C'est comme... Hey, j'ai réussi pas pire, hein? Ouais. Mais c'est 2 rats de bibliothèque. Fait que, mais la dissertation au cégep, là, les fautes, la syntaxe, tout ça, Oui, là... oui. Oui, il y a de quoi être fier, là. Ben là... Puis, wow! Oui. Et puis, ça fait 20 points à 5 points. 100 points, là. Ça, oui. finalement. Elle a tout eu, là. Ouais. Wow. J'ai fait « wow! » Oui. Puis, on peut le mentionner parce qu'on n'en a pas parlé plus tôt, mais, tu sais, oui, tu l'as dit, autant avec Aude, lire des petits livres, des fois, c'était compliqué, mais t'en as passé du temps, là, à faire des fiches pour elle, des petits cartons sur le bord quand elle était plus jeune, sur le bord du bain pour lui apprendre à lire des syllabes puis des petits mots. Oui, oui. Quand elle a terminé sa première année, elle ne lisait pas. J'ai travaillé avec elle tout l'été. Des syllabes, des mots courants, les mots courts. Quand elle a commencé sa deuxième année, elle lisait. Fait que ça, là, c'est la dissertation vers la fin du secondaire, là, c'est ton engagement là-dedans auprès d'elle aussi qui ressort là. Fait que je comprends que ça soit une belle fierté, là, vraiment. Oui. Ma deuxième question, c'est y a-tu un mythe ou un préjugé auquel t'as souvent dû faire face? Ben, le plus que je me souviens, c'est de ma faute que j'ai mentionné plus tôt. Ah oui, quand on t'a dit c'est ta faute ce qui se passe. Oui, c'est ça. Mais à part ça, non, j'ai eu beaucoup de compassion. OK. Vraiment. Ben, c'est tant mieux. Oui. Wow. Ben, ma troisième question d'abord. C'est un peu plus long que ça. Qu'est-ce que tu penses qui a été ton plus grand apprentissage face à cette situation avec ta plus jeune, toute la situation avec ta plus jeune, que tu n'aurais pas faite sans ça? De profiter de chaque petit moment. Ah ouais? Les petites choses. Tu sais, des fois, pas ça d'avoir des grosses affaires, mais juste de quotidien. À un moment donné, elle voulait faire des biscuits. Tiens, la recette est là. Si tu as besoin d'aide, elle les a toutes faites. De manière parfaitement autonome. Oui. Puis c'est une belle réussite. Oui. Mais elle m'a toujours observé beaucoup quand je cuisinais. Fait que là, après, ouais. Fait que fait que ça n'a pas besoin d'être des grosses affaires qui nous font des gros wow. Il peut y avoir des victoires dans chaque petite chose. Oui. Comme là, c'est ça, actuellement, de savoir qu'elle est rendue en appart. Eh oui. On part de loin, là. Ah oui. Ouais. Puis en terminant, qu'est-ce que tu souhaiterais que les gens comprennent sur la parentalité quand on a un enfant?
qui est handicapé? Que ce soit un enfant handicapé ou qui ait des difficultés, la maladie, de un, pas lâcher. Et qu'on peut avoir à apprendre de ces gens-là, de ces jeunes-là. Je l'ai mentionné, on l'a dit quand même à quelques reprises. Le moment où elle m'a dit « Fais-toi-en pas, maman, ça va bien aller », j'ai senti une force dans cet enfant-là que moi, j'avais plus, là. Oui. Puis, toutes les quantités de médicaments qu'elle a eu à avoir, de jamais roncher dans « faut qu'elle les prenne ». Elle les prenait, puis Elle les prenait. Puis tu sais, oui, puis on a mentionné, il y a un médicament, là, tu sais, elle s'arrache les cheveux de sa tête. Oui. Elle l'a pas eu longtemps, celui-là. Elle l'a pas eu longtemps, non, j'espère que non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un effet secondaire qui est assez flagrant. Oui. Il y en a pour chaque médicament. Oui. Puis c'est à refaire encore et encore. Oui. Puis c'est elle, là, qui passe l'électroencéphalogramme à chaque mois, là. Oui. Puis malgré tout, même quand c'est le parent qui est au bout du rouleau, puis c'est de manière tout à fait compréhensible. Puis dans sa naïveté d'enfant, elle arrive avec ça. C'est vrai, c'est beau. C'est souvent, on va trouver que les parents sont forts puis qu'ils sont résilients, mais je trouve ça beau ce que tu mentionnes, que les enfants le sont tellement aussi. Hein. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Puis merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous souhaite une belle semaine et soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Vous pouvez vous abonner au podcast Femmes d'influence sur YouTube et nous suivre sur Apple Podcasts et Spotify.